vous n'avez pas un petit endroit tranquille pour que je m'installe, je dois attendre mon bus 1 heure. Oui, on a une petite salle derrière. Oh, c'est gentil, je peux y installer? Allez-y. Merci, c'est gentil. Bonjour. Je pourrais m'installer avec vous? Ah, oui. Ah, c'est super venu, je me suis arrêté ici, je devais aller à Chancy, je suis complètement perdu. Ah bon. Bon, c'est pas loin, Chancy, mais c'est mieux de rester à la Connaît. Vous connaissez bien la Connaît? Oui, oui, je suis d'ici. C'est quoi la Connaît là? On est où là? Bon, le village de la Connaît, donc où on est dans la Champagne genevoise. C'est un des 4 villages de la Champagne. C'est au bout du canton, au bout de la Suisse. Et puis, c'est un village qui se trouve entre 2 grandes voies de communication et qui est finalement un peu préservé de toutes ces voitures et de toute la circulation que sont les pendulaires. Mais beaucoup de Genevois ne savent pas nécessairement où se trouve la Connaît, mais c'est un petit village caché et où il fait très très bon vivre. Et c'est très difficile de savoir quand est-ce que la Connaît a été fondée parce que les archives ne sont pas très claires là-dessus. Mais c'est un très vieux village, probablement un village à l'Obroge. Il y a probablement ici à la Connaît des maisons qui datent de 1200. Donc ça nous montre déjà à la fin du Haut Moyen-Âge. Et puis probablement qu'il y a dans cette région de la Connaît des endroits qui ont été colonisés probablement depuis l'époque romaine. Mais ça, il n'y a pas de marque tangible sur le terrain. Mais c'est un très très vieux village qui était à l'abri d'un grand château à l'époque, qui a été démoli et qui a été remplacé par une maison forte, et puis qui est à flanc de coteau, ce qui est très intéressant parce qu'on subit moins la bise que certains autres ici à Genève, même si ça souffre parfois fort, mais c'est un village qui est vraiment un petit peu caché. Et c'est pas un grand village, c'est un des 3 villages les plus petits en population de Genève. C'était un village de paysans. Il y avait, je sais pas, bien une vingtaine d'exploitations agricoles, des petites, des moyennes, 1 ou 2 grandes. Mais c'était un village de paysans. Et avec une mentalité très campagnarde, et une mentalité où les gens étaient certes maîtres sur leur domaine, mais savaient être solidaires. Ça a à voir beaucoup avec la commune de la Connaît est une commune qui a en propriété passablement de terres. Et ces terres étaient mises à disposition des paysans lors de mises, ce qu'on a maintenant réussi à, disons, à changer. Et donc, et puis il y avait des parties du territoire qui étaient, comme par exemple les Teppes là en haut, qui étaient des pâturages communs où les paysans allaient mettre leurs vaches. Mais c'était un vrai village paysan, d'abord. Puis petit à petit, les enfants de ces paysans qui pouvaient pas reprendre, puisqu'il n'y en avait qu'un qui reprenait les terres, ont été travailler à la ville et sont venus habiter tout ou partiellement dans les maisons ou les granges qui étaient à disposition. Et puis après, il y a eu une deuxième vague où des gens de l'extérieur sont venus habiter à la Connaît. Mais on a de la chance parce qu'on n'a pas fait l'erreur que certains villages ont fait ici à Genève, de construire des espèces de sites satellites où les relations entre l'ancien village et le nouveau village n'existent pas. Ici, même les nouveaux habitants sont, je dirais, très intégrés à la vie du village. Dans les temps passés, Soral et la Connaît, c'était une commune. Avec, disons, plus loin encore, c'était Soral, Avusy, la Connaît. C'était une seule grande commune. À quoi nous devrions tendre de nouveau pour des raisons évidentes de manque de candidats à aller travailler pour le bien commun. Mais bon, ça c'est une autre question.
Mais donc, Soral et Laconais, pendant mon enfance, l'école primaire était à Soral, disons la petite école, on appelait ça la petite école, était à Soral jusqu'à la troisième ou quatrième, si je me souviens bien. Et puis après, on venait à Laconais. Donc, nous, on allait à Soral et les Soraliens venaient à Laconais. Bon, il y a toujours eu je ne dis pas une animosité, mais une espèce de rivalité plus ou moins bien entre les Laconaisiens et les Soraliens. À l'époque, entre Laconais et Soral, il y avait 2 haies. C'est ce qu'on appelait le territoire des 2 haies. Et nous, on les considérait un peu comme des étrangers. Et eux, ils nous considéraient aussi comme des étrangers. C'est assez rigolo. Parce qu'il faut savoir qu'à Soral, il y a beaucoup de gens qui sont, la frontière a coupé les familles en 2. Ce qui n'était pas nécessairement le cas de Laconais. Donc on les considérait un petit peu comme des Savoyards. Et puis eux, ils nous considéraient un petit peu comme des Genevois, un peu. Donc il y avait une rivalité. Mais on allait à l'école ensemble. On allait aux fêtes ensemble. On a été à la petite école avec la maîtresse Bonmotet et ses partenaires-là. Et puis, on a été surtout à Laconais avec Sixel. Donc, c'était Louis de Turan, qui était maître d'école à Laconais et qui était aussi secrétaire communal. C'était le personnage qui a marqué mon enfance et qui a marqué l'enfance de tous les enfants de Laconais de ma période quand j'étais à l'école ici. C'était un personnage très très intéressant, très cultivé, qui nous a fait découvrir l'Europe entière avec son épidiascope. C'est-à-dire mettait un livre sur une espèce de machine puis nous transmettait. Pendant ce temps-là, on faisait des bêtises au fond dans le noir. Non, mais c'était un homme très très intéressant. Il y a 50 ans en arrière, j'étais avec lui à l'école. Déjà à l'époque, il nous faisait de l'éducation sexuelle. À l'époque, c'était probablement le seul prof ici de primaire à Genève qui nous avait ouvert l'esprit, un minimum là-dessus. Oh, il n'allait pas très loin, mais il était très, très avant-gardiste. C'était un homme formidable. Oui. L'époque a changé. Il faisait beaucoup plus froid il y a 40, 50 ans en arrière qu'aujourd'hui. À Laconais, très souvent, il y avait de la neige, beaucoup de neige. On pouvait avoir 40, 50 cm de neige et qui tenait pendant 1 mois ou 2. Donc il faisait froid. On allait jouer au hockey l'hiver. Et puis bon, l'hiver, on faisait des parties de luge à travers le village qui étaient mémorables. On partait depuis le château là en haut et on finissait en bas de la chapelle. Et on s'arrangeait pour essayer d'arroser la piste quand on pouvait, ce qui n'était pas tenu le goût de tout le monde, mais ça fait rien. Mais on a fait des parties de rire extraordinaires. Et puis, moi, je fais partie de la première équipe des juniors C du Étoile Laconais. Donc, ça avait été créé pour nous donner une possibilité de loisir. Je me rappelle d'avoir ramassé des essais pas possibles contre City et contre Inter. Puis quand on marquait un but, on rentrait en héros à Laconais. On marquait un but, on en prenait 15, mais ça fait rien. Et gentiment, j'ai fait tous les stades, depuis les juniors C jusqu'à la première, où j'ai joué quelques années. Mais ça, c'était nos loisirs. Puis autrement, un des loisirs qu'on avait, c'était de faire des cabanes. On faisait beaucoup de cabanes. Je crois que chacun de mon époque, avait sa cabane quelque part, soit dans un vieux saule tétard, ou bien dans un chêne, ou bien... Et c'était chez nous. C'était notre chez nous. Donc on avait notre maison avec nos parents, mais notre cabane, c'était notre cabane. Donc on faisait des cabanes, on faisait des choses comme ça. Bon, puis il y avait la vogue, ce qui a complètement disparu. Il y avait la vogue où tout le monde décorait le village. Et il y avait pas beaucoup d'événements vraiment, mais je pense qu'on savait s'occuper à l'époque. D'abord dans les familles, et puis ensuite de ça entre les copains du voisinage. Non, il y avait on faisait des picoulets absolument incroyables. La grande majorité des Laconaisiens étaient du monde rural.
hein, donc directement ou indirectement liés au monde paysan. Et en fait, c'était des polyculteurs. Ils avaient de la vigne, ils avaient des grandes cultures et ils avaient du bétail. Donc, les gens vivaient pratiquement, disons, en autarcie. Il y a très peu de familles avec quelqu'un qui est parti à l'extérieur pour aller gagner de l'argent à l'extérieur pour en ramener dans la famille. C'est clair que, comme c'est toujours la même chose, hein, c'est un des descendants qui prend la suite du paysan, hein, et les autres partaient à l'extérieur pour aller travailler, tout en vivant plus ou moins dans le village. Hein, d'accord. Après, une fois mariés, ils s'en allaient, Et puis, il y avait des points qui étaient très importants pour nous autres à la Connaît. C'était la poste, hein, parce qu'on s'y retrouvait. Puis la postière qui faisait le tour et qui savait tout ce qui se passait. Et s'il y avait un problème quelque part, c'était le téléphone arabe. Hein, on lui transmettait les informations. Il y avait la boulangerie. Nous avons la chance d'avoir une boulangerie ici à la Connaît. Moi, j'ai connu, je sais pas, 5-6 boulangers, hein, depuis le début, depuis Hirter jusqu'à aujourd'hui. Et heureusement que cette petite boulangerie existe toujours, parce que c'est quand même indirectement un point de rencontre. La poste ayant malheureusement disparu, et ça, je le regrette énormément. Et puis, il y avait un magasin chez la mère Commis, là-bas au fond, hein, une petite épicerie où tout le monde allait acheter les produits de base. Hein. C'était ça le tissu commercial du village. Donc, le village, du moins, fonctionnait sur lui-même. Il y avait un autre truc qui était très intéressant, c'était la distilleuse l'automne. Donc, il y avait une distilleuse qui arrivait, qu'on plaçait sous le marronnier, là en dessous, et puis tout le monde apportait des produits à distiller. Hein. Et la distilleuse restait pendant une semaine et demie pour faire ce qu'on appelait la goutte. Hein. On faisait la goutte. Et à l'époque, on buvait beaucoup d'alcool fort encore. Il y avait donc la distilleuse. On pressait, la plupart des raisins étaient pressés ici au village. Il y avait des pressoirs. On entendait le cliquetis des pressoirs les soirs de vendange. Toujours accompagné par la musique des gens qui venaient nous aider aux vendanges, par exemple les Piémontais qui venaient, qui apportaient leur accordéon. Il n'y avait pas de télévision, donc il y avait une animation qui se faisait. Ça a été remplacé par l'écran bleu, et tout ça, ça a disparu. Et voilà, donc il y avait un espèce d'approvisionnement à l'intérieur du village. Et puis, par exemple, on avait un abattoir ici, en bas, en dessous, ici. Il y avait un abattoir où on abattait une vache. Et puis après, on se partageait les différents morceaux. Hein, donc, c'était... Ou bien quand il y avait une vache qui avait eu un accident, tu avais le boucher qui venait, qui l'abattait ici, et puis qui la dépeçait, et puis qui faisait les parts, et puis on allait chacun chercher sa part, et on mettait l'argent dans la caisse. Donc, il y avait des choses comme ça qui se faisaient. Il y en a peut-être encore d'autres que j'oublie, mais on avait une espèce d'économie locale qui fonctionnait assez bien. Et puis, il y avait quand même beaucoup de gens du village qui donnaient des coups de main, par exemple, quand on allait aux betteraves, quand on allait aux vendanges, quand on ramassait les fruits. Donc, il y avait une entraide indirecte. Et puis, ce qu'il y avait beaucoup, c'était ce qu'on appelait les trimards, c'est-à-dire c'était des journaliers qui avaient plus ou moins, qui étaient plus ou moins installés dans ce village, mais il y en avait 7 ou 8. Il y avait Dumont-la-Picholette, il y avait le Rennevet, il y avait tous ces gens qui étaient plutôt des bergers qui s'occupaient du bétail. Il y a une chose qui a été faite à la Connaît qui n'a pas été faite dans les villages voisins, c'est que à l'époque, le maire, le commis, comme on l'appelait, hein, le Paul de Turan, avait réuni les paysans en leur disant « c'est impossible que toute la circulation passe à travers ce village ». Et c'est pour ça qu'on a fait cette route de contournement qui aujourd'hui est une vraie bénédiction pour tous les Laconésiens. Parce que le gros des pendulaires passe là derrière,
les camions des gravières passaient. Moi, je me rappelle encore quand les gros camions passaient à travers le village, devant le bistrot ici, hein, d'accord. Et là, Paul de Turan, il a fait quelque chose de grandiose pour cette commune. Je crois qu'il fait vraiment bon vivre la Connaît. C'est pour ça que la Connaît, c'est très bien que ce soit entre le kilomètre et entre la route de Soral, là au milieu. Même si tout le monde ne connaît pas, on va y rester. Et heureux. Voilà. On m'a dit que vous savez beaucoup de choses sur ce village. Vous êtes, Oh, bah ça fait quand même quelques temps que je suis là. Hein. Ouais, moi je suis là depuis. On est là depuis plusieurs générations parce que c'est même assez drôle au départ, parce que c'est mon arrière-grand-père qui venait de Haute-Savoie. C'était établi à la Connaît, puis il avait demandé la nationalité suisse au conseil municipal de la Connaît. Ça a été refusé à l'unanimité. Alors 6 mois après, il a redemandé, puis ça a été accepté à l'unanimité. Alors l'explication, c'est qu'entre deux, il avait payé des coûts à tous les conseillers municipaux. C'était probablement ça. Quand j'étais gamin, c'était plus vivant parce que les gens avaient moins la possibilité de se déplacer, de voitures, etc. Dans le village, il y avait 3 cafés. Il y en avait un à la Maison Forte, qu'on appelle nous le château, qui a dû être fermé dans les années 60, je sais pas. Il s'appelait comment? Ah, je sais pas. On disait chez Juliette, parce que c'était la patronne qui s'appelait comme ça. Aujourd'hui, c'est un appartement. Il y en avait un où j'habite maintenant, c'est plus ancien, ça s'appelait Café des Chasseurs. Et puis, il y avait celui-là. Celui-là, c'est un récent ou c'est le plus vieux? Ah, il est ancien, à mon avis. Alors, celui-là, il a une histoire. Parce qu'il a un nom, quand même, qui est assez... Ouais. Qui n'est pas courant. Il s'appelle Chez le Docteur. C'est là que les gens viennent se faire soigner. Et avant, on a une vieille photo à la mairie de 1910, 1915, où ça s'appelle Café de la Place. Et apparemment, enfin, c'est pas apparemment, c'est même une histoire vraie. Il y a eu, à l'époque, il y avait dans des villages des groupes de théâtre amateurs, parce qu'il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas... Puis le patron de cet établissement, qui s'appelait Adolphe Maurice, dans cette pièce de boulevard, avait joué le rôle d'un médecin. Et d'après ce qu'on a raconté, il avait été très très bon. Ce qui fait qu'après, quand il se promenait dans la rue, ou bien quand les gens le rencontraient dans son bistrot, il lui disait « Salut docteur, comment vas-tu docteur ?» Comme il avait un peu d'humour, il a changé le nom de son café et il l'a appelé Chez le Docteur. Alors, ici, par exemple, on peut voir, il y avait ce qu'on appelait un four banal. C'est-à-dire c'était un four pour cuire le pain. Je crois que c'est enfin, je crois pas, je suis même sûr, c'est en 1913, donc ça fait 105 ans. Il y a des agriculteurs de la région qui ont eu l'idée de prendre ce four et de créer une coopérative de boulangerie agricole. Alors ça s'appelle Coopérative de boulangerie agricole de la Connaît, Soral, Cartigny, Avusy. Et l'idée, ils ont acheté le four, ils ont engagé un boulanger. Et l'idée qui était assez originale, c'est que les paysans apportaient leur blé pour faire la farine et en contrepartie, ils prenaient du pain. Ah, c'est ça. C'était une sorte de procédé, ouais. de troc. Hein, mais la boulangerie pouvait aussi vendre au public, parce qu'autrement, ils s'en sortaient pas, je crois. D'ailleurs, ici, ils ont mis une plaque. Boulangerie agricole, 100 ans, 1913-2013. Et dessous, c'est marqué La Connaît, Soral, Avusy, Cartigny. Ah, alors, la coopérative fonctionne toujours. Moi, je fais partie du comité et on est toujours chargé. Alors, c'est évidemment les commerçants qui font le pain, qui gèrent leur commerce. Puis évidemment, le but, c'est d'entretenir le bâtiment pour qu'il soit performant, de tourner, mais sans faire un loyer trop cher, parce que le but, c'est pouvoir conserver ce commerce à la Connaît. Parce qu'il n'y en a déjà plus beaucoup. Parce qu'il y en avait avant. Des commerces. Ah bah avant, il y avait une épicerie là-bas, par exemple. On peut aller voir. Ouais. Cette épicerie, c'est ma grand-mère qui la tenait. Ah. Ouais. Alors ça, c'est aussi une histoire assez... Ah ouais, elle l'a tenue pendant longtemps, je ne me rappelle pas au début. Puis, il est arrivé une chose qui est arrivée un peu partout en Suisse, c'est-à-dire que c'est Migros
pas si vous connaissez le principe de base du départ d'un Migros, c'est-à-dire, il disait, pour les gens, notamment des villages de montagne, des villages reculés qui ne peuvent pas se déplacer, c'est le magasin qui va chez eux. Ah, Et les Dutzweiler, les fondateurs d'un Migros, avaient mis au point ces camions épicerie, quoi. Dedans, il y avait tout, l'alimentaire, les produits de nettoyage, etc. Et puis, c'était d'abord dans les montagnes, effectivement. Et puis, un jour, le camion d'un Migros est arrivé à la Connaît. Et puis, il était là, donc. C'était ici, maintenant, c'est un salon, c'est plus du tout une épicerie. Et puis, les gens, un peu comme ça, en douce, ils allaient voir au début. Qu'est-ce que c'est ce truc? Je connaissais pas trop ça aussi. Je dirais c'est les années 60, comme ça, où tout le monde n'avait pas de voiture et les moyens de se... Notamment beaucoup de femmes restaient à la maison pour élever les enfants et n'allaient pas en ville, quoi, ne travaillaient pas. Et puis, petit à petit, les gens se sont habitués. Et je pense, c'est pas de preuve, mais que Migros devait probablement vendre des épiceries un peu meilleur marché qu'une épicerie de village. Parce qu'ils ont une puissance quand même commerciale assez importante. Et donc, le chiffre d'affaires d'épicerie a commencé à péricliter. Et un jour, mon père a compris, il a dit, bon, on va fermer ça sert à rien, quoi. Et je crois qu'il a dû fermer en 72, 73, quelque chose comme ça. Il y avait aussi une laiterie. Ça, c'était... parce qu'évidemment, je vais dire quelque chose de banal, mais pour qu'il y ait une laiterie, il faut qu'il y ait des vaches. Et à cette époque, pratiquement tous les paysans avaient des vaches. Et puis après, je sais pas, moi, j'ai jamais été agriculteur, mais je crois que c'est le prix du lait qui a beaucoup baissé, etc. Ce qui fait que les paysans sont plutôt tournés vers d'autres activités un peu plus rentables, comme la viticulture, comme la grande céréale, etc. Alors, faute de lait, la laiterie a disparu. Mais c'était assez bien, parce que moi, par exemple, quand on rentrait d'école, nos mamans nous donnaient un seau, comme ça, et puis elles disaient, va chercher 1 litre de lait. C'était très écologique, il n'y avait pas d'emballage, il n'y avait pas de plastique. Et puis on ramenait le lait, puis on y retournait le lendemain, etc. On pouvait prendre 1 litre, 2 litres, parce qu'on nous disait de faire, quoi. Et on ne payait pas, parce que c'était comme à l'épicerie d'ailleurs, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. C'était l'époque où les gens se faisaient confiance. Et, par exemple, ma grand-mère à l'épicerie, elle notait sur un carnet, la famille un tel a pris, ça fait 12,50 francs, et quelqu'un de la famille passait payer à la fin du mois. Ouais, c'est vraiment basé sur la confiance, quoi. C'était plus simple, comme ça, il n'y avait pas de caisse enregistreuse, il n'y avait pas moins de matériel technique, on va dire, quoi. Les dernières vaches qu'il y a eu à la Connaît, un monsieur qui s'appelait Robert et qui habitait dans cette ruelle, qui s'appelle ruelle du Bossatier, qui habitait là. Non, et juste après. Et il mettait ses vaches dans l'étable qui est de l'autre côté. Et moi, je me souviens il promenait son troupeau, il allait l'amener dans les prés, quoi. Et lui, il a duré longtemps, je dirais presque jusque dans les années 80, après il était âgé. Je pense qu'il l'a fait plus par amour du métier, amour des bêtes, que par souci de rentabilité. Ah ouais. Parce qu'il aimait ça, c'était un monsieur qui venait de Suisse allemande, et puis il aimait cette tradition du paysan éleveur, berger, ça c'était bien. Alors voilà le bâtiment qui abritait la laiterie à l'époque. C'est là qu'après l'école, le soir, on venait chercher le lait dans un seau qui était prévu pour ça. Et puis qu'on ramenait à la maison. C'est là aussi que les paysans venaient livrer, évidemment, le lait, après avoir trait leurs vaches dans leurs étables. Et ça a été, comme on l'a dit tout à l'heure, comme le nombre de vaches a diminué drastiquement à la Connaît, ça n'avait plus de raison d'être, donc c'était plus rentable. Donc ça a été racheté par un couple qui en a fait une jolie maison d'habitation. Je trouve qu'elle est assez jolie. On peut aussi aller voir, il y a un élevage de poneys. C'est un paysan qui s'est reconverti là-dedans. Alors, il y a des chevaux en pension, puis il y a des chevaux dont il est propriétaire. Et puis je crois, hein, c'est pas moi qui vérifie ça, mais je crois que ça marche bien et que par exemple en été, il y a beaucoup de camps avec des enfants qui viennent faire un camp
d'équitation, de balade en poney. Il y a de quoi se balader quand même là autour, dans des beaux endroits, quoi. Ouais. Et ça a l'air de marcher assez bien. En tout cas, c'est assez ludique, puis c'est assez joli de voir tous ces enfants qui ont du plaisir, quoi. Parce que je ne sais pas s'il y en aura aujourd'hui, parce qu'ils sont peut-être en vacances, mais et on voit bien sur leur poney ou leur petit cheval, ils sont heureux. Ça, c'est l'ancienne salle communale qui est en pierre de taille, comme vous pouvez voir, qui a été construite en 1914, si je ne me trompe pas. Et là-dedans, il y a eu de nombre incalculable de fêtes, de mariages, d'anniversaires. Voilà, l'école, c'est là où vous voyez le vert, là. C'est ces trois bâtiments l'un après l'autre. C'est un peu un contraste avec l'ancienne salle qui est vraiment l'architecture début XXe siècle. Et puis une école, évidemment, qui est presque 100 ans plus tard, quoi. Beaucoup plus moderne. L'ancienne école était où il y a maintenant le bâtiment de la mairie, en bas, au rez-de-chaussée. Mais il n'y avait qu'une seule classe. Donc, à un moment donné, quand la connaissait développée, encore une fois, n'a pas explosé, mais a passé de 250 à 600 habitants, ça suffisait plus. Il n'y avait pas assez de place pour tous les enfants, pour tous les écoliers. Alors, il a fallu construire ça. Presque dans toutes les communes, il y a une compagnie de pompiers volontaires. C'est pas des professionnels, hein, on est bien d'accord. C'est des pompiers volontaires qui interviennent. Heureusement, il n'y a pas eu ici très souvent beaucoup d'incendies. Je crois que j'en ai vu un, moi. Mais oui, il y a des pompiers volontaires. Alors il faut quand même qu'ils aient un minimum d'équipement. Hein. C'est pas des pros comme le SIS, mais ils ont quand même un véhicule. Moi, j'ai été, oui, mais j'étais pas très efficace. J'étais plus... je m'occupe assez bien de préparer l'apéro, de faire ces trucs-là, mais pour le reste, je prenais pas de risques. À La Connaît, il y a depuis très longtemps, je ne saurais pas les dates, une société de tir. Alors ici, voici le stand. Et puis là-bas au bout, on peut voir, non, je sais pas, mais il y a les cibles. Ah ça c'est le stand, quand vous dites stand, c'est un stand de tir. Un stand de tir, les gens viennent là tirer avec leur fusil. Encore maintenant ils tirent. Bien sûr. Ceux qui doivent faire leur exercice de tir, ils peuvent venir à La Connaît tirer. Mais il n'y en a plus beaucoup, je crois qu'il y a Versoix, il doit y avoir Bernay. Non, parce que, bon, il faut savoir, mais les gens savent qu'en Suisse, bon, il y a longtemps que je n'ai pas été, mais en Suisse, c'est une armée de milice et que les soldats, pendant un certain temps, doivent chaque année faire un tir d'exercice à 300 mètres. Alors, ils doivent le faire de manière très officielle dans une société agréée. Et à La Connaît, c'est ici. Mais j'ai demandé à des gens qui font partie de la société, ils font quand même dans les 450 tireurs par an, c'est pas mal. C'est pas mal. Et les gens tirent là, et puis s'ils ratent, ils doivent recommencer. Et tout ça est inscrit dans des... Tout ça est inscrit dans des livrets militaires. Et celui qui ne le fait pas, je crois qu'il a une amende ou... Alors, ça veut je ne dire sais plus comment ça se passe. Maintenant, moi, quand j'ai fait l'armée, on devait faire ça jusqu'à 40 ans. Maintenant, je crois que c'est 33 ans. Mais bon, moi, je connais des jeunes qui viennent faire leur tir ici parce que c'est plus vite fait que dans les grands stands comme Saint-Georges, où il y a beaucoup de monde. Après, ils vont boire un verre au bistrot en bas, et puis voilà. Il y en a même quand ils sont 2-3 copains, ils s'amusent, ils se jouent l'apéro au tir en disant c'est celui qui fait le meilleur tir qui va payer pour tout le monde. il y a des munitions dans ce stand de tir. Oui, bien sûr. Je pense pas maintenant. Mais quand ils ouvrent pour les tirs, c'est 1 ou 2 fois. C'est entre le mois de mai et fin septembre, je dirais 1 fois par semaine. Ils amènent... Chacun vient avec son fusil, puisqu'en Suisse, le soldat a son fusil à la maison. Mais eux fournissent les munitions, ouais.
Ah, merci monsieur. Mais je vous en prie, allez, Bonne journée, au revoir. bonne promenade. Merci. Les pompiers de la Connaît, c'est en premier lieu une équipe de copains. C'est une équipe de jeunes et de moins jeunes, je dirais de 18 ans à 50 ans, de personnes qui ont envie de s'investir dans la collectivité et qui ont envie de s'investir pour le bien et la sécurité de la population. C'est une compagnie communale, une compagnie à taille humaine, je dirais, qui permet de tisser des liens entre les habitants de la Connaît et d'autres habitants, parce qu'on a quelques sapeurs qui sont issus d'autres villages que la Connaît. Et ces liens se tissent et permettent de sauver ce qu'on peut sauver, notamment en cas d'inondation, en cas d'incendie ou en cas d'accident avec des chevaux ou des animaux quelconques. On a du matériel qui est adapté à nos missions. Les sapeurs-pompiers professionnels, leur mission principale est de sauver des vies, notamment en cas de feu. Donc ils ont du matériel largement adapté. Ils ont du matériel beaucoup plus développé que le nôtre. Nos principales missions sont des inondations, donc nous avons du matériel qui est plus axé sur l'inondation avec des pompes à immersion, de l'aspirateur à eau ou une motopompe qu'on peut utiliser en aspiration, au grand plaisir de mes sapeurs. Et nous avons aussi notre deuxième, je dirais, spécialité, vu les distances que nous avons dans notre commune. Il y a notamment des jardins familiaux qui sont éloignés d'une borne hydrante. Nous devons avoir passablement de tuyaux de réserve. Donc nous avons un camion qui est assez fourni en conduite de transport, donc en tuyaux. Au niveau ensuite du matériel, nous avons également du matériel pour la récupération d'insectes, pour la destruction d'insectes s'il y a un danger imminent pour la population. Et nous avons ensuite tout ce qui est du matériel pour éteindre des incendies. Je tiens à préciser que quand il y a un gros sinistre, nous avons les professionnels qui viennent et nous sommes ce qu'on appelle en deuxième rideau, c'est que nous, entre guillemets, nous finissons le travail commencé par le SIS. Nous sommes un village qui a de la chance par rapport au nombre d'interventions. Il y a beaucoup moins de risques de feu à Laconais qu'on pourrait trouver à Rouennais ou au Grand-Lancy, notamment de par la densité de la population, et également des entreprises. On a très peu d'entreprises, on a quelques entreprises agricoles, mais donc nous avons peu de feux. Il y a eu un feu à la fin des années, je dirais 80, je dirais aux alentours des années 90, qui est la ferme David. C'était un des grands feux qui a marqué la génération, je dirais, de nos parents. Le dernier grand feu que nous avons eu, c'était en 2013, quand le séchoir des silos agricoles de notre maire, M. de Turance, a brûlé. Et là, nous avons eu l'intervention du SIS et notre intervention pendant de longues heures. La philosophie des pompiers en général, des sapeurs-pompiers volontaires, c'est comme on peut le lire notamment sur certaines compagnies, c'est notre temps libre pour votre sécurité, c'est protéger la population. C'est une philosophie qu'on retrouve à Laconais, mais dans une moindre mesure. Ce qui motive réellement les sapeurs-pompiers de Laconais, c'est de garder un lien avec le village. Et, comme je l'ai maintes fois répété, d'être une équipe, on va dire, de copains. Mais j'en veux pour preuve que quand il y a du travail, les gens sont là, les gens répondent présents. Sur un effectif de 22 lundi passé, quand il y a eu les inondations, nous étions 19 à répondre présent.
Donc ce qui est un taux de réponse plus que satisfaisant, qui ferait pâlir beaucoup de compagnies dans la région. Donc je m'efforce de cultiver cette convivialité et cet esprit d'équipe pour pouvoir ensuite sortir le meilleur des gens quand il y a une intervention. Et quand l'intervention est terminée, je fais un point d'honneur à ce qu'on soit tous bien reçus et qu'on puisse se reposer calmement après. J'ai une équipe qui est vraiment géniale, qui à chaque fois qu'on fait des exercices, je me bats des fois pour qu'ils soient un tout petit peu plus motivés. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur que les exercices soient bien faits, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur également que l'après-exercice soit bien réussi pour qu'on puisse souder des liens qui sont très importants lors d'interventions. Mais c'est quoi l'après-exercice? L'après-exercice, c'est systématiquement un repas que l'on prend ensemble, ou même des apéros en fonction de l'heure où on termine, qui nous permet de tous nous connaître sous un autre angle plutôt que le côté très hiérarchique des pompiers et le côté très formel des pompiers. Nous avons dans notre compagnie des gens qui sont, j'utiliserai le terme olé olé, qui sont un tout petit peu, qui sortent des clous, j'ai envie de dire, mais ces personnes-là ont tout un bon fond et je pense qu'elles méritent toutes à être connues et reconnues dans notre compagnie, et c'est ces moments de convivialité qui permettent de ressortir les liens. C'est qui l'a dit? Bonjour. Bonjour. Vous faites partie d'une équipe de foot? Oui, on a une équipe de foot féminine à la Connaît. Et d'ailleurs, j'ai un entraînement là, donc il faut que j'y aille. Ah. Au revoir. Au revoir. Ce club, il a été créé en 1943, donc c'était pendant la période de la guerre. Donc c'est une équipe de copains de la région et qui a monté ce club avec anciennement le FC Saint-Charles, je crois. Ils étaient déjà un peu engagés au FC Saint-Charles à l'époque. Et après, ils ont décidé, ces quelques copains, de créer un club de football à la Connaît. C'était le début d'une grande aventure, d'une magnifique aventure qui se perpétue encore aujourd'hui. C'était en 1943. L'idée était de faire un club de foot à l'époque qui bien sûr était, on va dire, supervisé, c'est peut-être un grand mot, mais qui était organisé dans le cadre des activités paroissiales. Et lorsqu'il y a eu la première assemblée, eh bien, monsieur le curé était un peu le garant de cette organisation. Donc, au départ, un club sportif, mais dans une logique, dans un cadre paroissial. Donc, la paroisse, à cette époque, était extrêmement importante pour toutes les activités un peu culturelles, un peu sportives. 1943, c'est la guerre, et donc c'était aussi une période où des activités sportives, des clubs, un petit peu, les clubs existent depuis bien longtemps, mais ils étaient valorisés, on était en période de mobilisation, et le fait d'organiser les jeunes dans des activités sportives était quelque chose qui était bien vu, tant par les autorités, qu'elles soient politiques ou ecclésiastiques. Écoutez, l'esprit du club de la Connaît, je pense que c'est toujours un peu le même depuis le départ, c'est-à-dire c'est une équipe de copains qui a créé ce club, et puis au départ c'était vraiment quelque chose, il faut s'imaginer, c'était pas les installations qu'on connaît maintenant, donc ils ont dû trouver un terrain, ils ont dû trouver un endroit pour se laver, pour se changer, ils ont dû trouver, tout était à créer. Et puis avec un environnement, comme le dit Jacques, très difficile, puisque tout autour c'était la guerre, il y avait d'autres problèmes que s'occuper de football. Donc vraiment, je pense que c'était des pionniers. Et nous, on est venus après coup, on est venus bien des années plus tard, et je pense qu'on essaye de poursuivre un peu leur philosophie. Leur philosophie, c'était d'être des copains, de se faire plaisir au travers d'un sport, de bouger. Et je pense qu'on essaye de perpétuer cette chose-là au travers des différents présidents qu'on s'est succédés après à la tête du club. Je pense que ce qui est important,
Et on le voit d'autant plus aujourd'hui, c'est que voilà, il y a beaucoup de jeunes qui sont sur ces terrains de football. D'entourer cette jeunesse, de pouvoir promouvoir cette jeunesse qui fait du football, je trouve que c'est une grande motivation. Et je pense qu'on peut les remercier infiniment de leur audace à l'époque pour créer ce club, parce que vraiment quand on voit en 2018 toute cette jeunesse sur le terrain qui joue au football, qui continue à transporter ses valeurs, l'humanité, l'amitié, et je pense que ça nous fait vraiment plaisir. Et souvent, avec Jacques, on philosophe là-dessus, on vient ici, on voit tout ça, je trouve que c'est tout simplement magnifique. Donc les gars de cette époque, on peut encore leur tirer notre chapeau, je pense qu'on leur doit tous beaucoup. Quand on voit tous ces jeunes qui sont sur le terrain, je pense que c'est vraiment un investissement qui est bien placé, quoi. Je me dis, toute cette jeunesse qui court, c'est peut-être des jeunes qu'on va motiver, qui plus tard, après, vont conserver cet esprit sportif, vont le garder, et ça leur évitera peut-être de partir dans des dérives, et puis ça coûte aussi très cher à la société quand des jeunes dérivent, et puis il faut aller les rechercher. On a fait plein de choses dans cette buvette. Alors, peut-être il y a l'aspect humain de cette buvette, bien sûr, qui nous transporte, et puis on se dit tous ces souvenirs, c'est extraordinaire. Et puis après, si tu veux, j'avais la chance d'être président avec M. Olivier Rovini, maire de la commune à l'époque, quand les travaux ont été faits pour qu'on ait un centre sportif magnifique comme on a maintenant. Mais disons que, si tu veux, à l'époque, il y a ce sentiment d'appartenance à cette buvette, à cette vieille installation, mais plus les travaux avançaient, plus les infrastructures se créaient. Je trouvais que c'était absolument génial d'avoir, pour toute cette jeunesse justement, pour nous tous footballeurs, d'avoir ces nouvelles installations. Ça nous a permis quand même d'avoir des vestiaires en ordre, ça nous a permis quand même d'avoir une buvette impeccable, où on peut être nombreux, on peut faire des repas. Donc si tu veux, entre la nostalgie peut-être de ces anciens locaux, et quand je vois maintenant cet environnement, je pense que c'était vraiment quelque chose d'indispensable d'avoir pu créer ces nouvelles infrastructures, quoi. Vraiment, si on veut vivre avec son temps, il faut aller de l'avant. C'est vrai que les infrastructures et puis la construction, et moi j'ai commencé les juniors en 67, et en 67, la buvette c'était une cabane en bois. C'était une cabane en bois donc, qui était posée à côté des vestiaires, et cette cabane en bois, je m'en rappelle très bien, c'est vrai que les choses ont beaucoup changé. Le terrain, il n'était pas encore synthétique, il y avait deux éclairages, mais c'est vrai que quel changement et quel chemin parcouru, c'est extraordinaire. Lorsque je suis revenu jouer au Laconais après ces 2 années d'infidélité à Donzelle et à Signal, eh bien, je me suis retrouvé dans la même équipe qu'un joueur qui est un petit peu le joueur vedette de notre club, c'est Jean Battardon, qui était le joueur qui a fait un certain nombre de saisons. À l'époque, on appelait ça la Ligue nationale A, et on appelle ça maintenant la Super League. Et donc, un enfant du pays, un enfant du club qui est devenu un titulaire dans des clubs d'équipes qui jouaient la Ligue nationale. Donc, j'ai eu cette chance-là à cette époque, et je trouve intéressant de repasser ces souvenirs de personnalités qui, eux aussi, issus du Laconais, ont amené un petit peu avec eux-mêmes peut-être le souvenir de cette expérience de Laconais. On a connu la 4e Ligue, on a eu des ascensions en 3e Ligue ensuite, on est des fois redescendu en 4e Ligue, on est remonté en 3e Ligue. Et évidemment, dans l'histoire récente du club, cette ascension en 2e Ligue, c'était un peu quelque chose que... C'était un peu du rêve pour nous, l'FC Étoile Laconais, parce qu'on se disait, surtout moi en tant que président, on avait un peu l'ambition d'aller toujours plus loin, surtout qu'on avait une belle équipe de jeunes, des jeunes motivés qui étaient là, prêts à relever aussi certains défis. Puis on s'est dit, mettons de l'ambition. Et puis c'est vrai qu'avec cette ambition, on est allé chercher un entraîneur, évidemment, qui avait de l'expérience, qui était forcément un grand joueur du club de Grenade, M. Gilbert Guyot, qui a accepté de reprendre notre équipe Fagnon. C'est un niveau qu'on n'avait jamais pu atteindre jusqu'à maintenant, que les générations d'avant n'avaient jamais pu atteindre. Donc ça va vraiment, comme tu dis Jacques, forcément dans l'histoire du club, c'était, si tu veux, le plus haut niveau qu'on a pu aller. C'était vraiment une belle expérience, surtout avec d'anciens joueurs qui étaient venus amener leur expérience et
les jeunes, je tiens à le souligner aussi, les jeunes du club qui ont vraiment fait des efforts conséquents dans l'investissement personnel, dans les entraînements. Souvent je suis venu les voir, j'ai vu la motivation qu'il y avait. Et cette motivation nous a aussi porté, nous dirigeants, quand on voyait leur motivation sur le terrain, parce qu'on se disait, on n'a pas le droit de se louper, on doit être aussi motivé qu'eux, on doit passer du temps avec eux, on doit se battre pour atteindre cet objectif. Et c'était vraiment, c'est vrai pour moi, tu as raison, une expérience magnifique. L'avenir est là, et c'est vrai quand on voit derrière nous ces jeunes filles, donc une section féminine qui était certainement difficile à imaginer lorsqu'on a parlé des débuts du club. Et là, je pense que donc, nous sommes totalement dans le sang de l'histoire, si on peut parler d'un sang de l'histoire, avec justement de plus en plus de jeunes qui s'intéressent au foot, qui viennent jouer à la Connaît, et c'est magnifique. Et cette section féminine qui est relativement nouvelle et dont on se félicite. C'est vrai que on m'aurait dit à l'époque où j'avais repris la présidence qu'il y aurait une équipe de femmes, j'y aurais encore pas trop cru, mais je trouve que cette équipe féminine en plus, elle amène quelque chose dans notre club. Je vois quand il y a des fêtes, et puis de les voir jouer aussi sur le terrain. J'ai eu l'occasion de venir une fois, je vois malheureusement pas tous les matchs, mais j'ai eu l'occasion de venir les voir d'autres fois. Je trouve ça à nous les mecs, ça nous amène un vent un peu nouveau, ça nous amène une certaine vision du football, où on peut peut-être prendre certains petits exemples dans le fair play, dans ces choses-là, sur leur parcours. Et je trouve que c'est une évolution. C'est vrai que les mecs, on n'en parlait pas trop il y a 20 ans, on se disait une équipe féminine, c'est quoi? Mais effectivement, ça s'est beaucoup développé. Beaucoup de clubs du canton ont des femmes maintenant dans leurs effectifs. Et c'est des passionnés. Et j'ai été étonné, il y a beaucoup de... En plus, elles sont vraiment passionnées par ce sport, par le foot. Et il y en a qui sont, je peux vous dire, qui sont très techniques, qui sont très, très, très motivés. C'est bien, c'est très bien. C'est une bonne chose pour le football. Oh non!